Alors, Patrice, cette semaine, j'entendais parler, savoir si tu étais d'accord, et tu as été d'accord, parler des mythes qui nous habitent et dans ma recherche, et probablement dans la tienne, je me suis aperçu qu'il y a des mythes qui existent plus, qui sont revenus. Alors, c'est Oui, oui. particulier. Alors, c'est le fun de voir que dans le temps, un mythe technologique peut ne plus l'être et le redevenir en fait. Alors, on va explorer les différents mythes et légendes techno qui nous entourent. Le premier, qui est assez... qui regarde un peu mon domaine, là, parce que je travaille dans les télécoms, comme je l'ai dit souvent, l'espèce de croyance, la fausse croyance que mon Wi-Fi va pas bien, je vais changer de compagnie. Ouais. Et tout ça qui m'écoute, puis là, je vais dire quelque chose qui est tellement con, mais qui est évident. La majorité des compagnies de télécom à travers le Canada et les États-Unis, à travers la planète, donnent généralement un bon service au niveau du signal. Ouais. Il existe des histoires d'horreur, des quartiers qui vont moins bien, des telles rues dans tel village que c'est la fin du monde. Et ça, c'est valable pour toutes les compagnies, que ce soit Bell, Vidéotron, name it. Ils ont chacun leur petit partie où ça va pas bien. Donc, la partie qualité du signal que tu reçois chez vous est à peu près égale pour tout le monde. La différence qui fait la nuit et le jour, c'est le routeur que tu as devant chez toi, que tu as dans la maison. Ben oui. Et quand tu as un routeur de merde, tu vas avoir un signal de merde dans ta maison. Et sachez, je l'ai déjà dit, on a fait une émission sur le Wi-Fi, on est entouré de plus en plus de systèmes par onde. Et on a le Bluetooth, on a le Wi-Fi, on a les voisins, puis là, on a tout plein d'autres choses qui se rajoutent tranquillement, pas vite. Ça vient faire des engorgements qui créent de l'interférence. Tout ça s'interagit et on a de plus en plus besoin d'avoir des systèmes intelligents qui sont capables de calculer les rebonds sur les murs, de se positionner, d'augmenter artificiellement le son. On est rendu dans un monde, Patrice, tu le sais, tu travailles dans le domaine, où plus que jamais, on a besoin d'utiliser des systèmes méchés, ces choses-là. Donc, changer d'entreprise ne va pas améliorer votre Wi-Fi. Et là, je le conçois pour ceux qui sont pris devant une situation. Le Wi-Fi, c'est presque de la magie chamanique. Mais sachez que parfois, bouger votre routeur de 2 pieds à gauche, 2 pieds à droite, vous venez de faire la différence entre l'univers. C'est ça. Mais Okay. même si un routeur pourrait être de moins bonne qualité chez un fournisseur X versus Y, peut-être que le positionnement va régler le problème. Oui. Et là, vous allez dire, ouais, mais là, ça marchait avant. Je vais vous faire une analogie poche. Vous vivez tout seul dans un condo immense avec votre blonde. Quand vous parlez avec votre blonde, vous n'avez pas besoin de crier. Vous êtes deux dans la maison, il n'y a pas de bruit. Vous n'écoutez pas la musique, ça va bien. Mais demain matin, le voisin d'à côté, ils sont 12, une famille de 8, ça court, bing, bang, bang, c'est plancher. Tu entends ça courir en haut, deuxième. Ça se peut que le avant soit plus comme là. L'analogie s'applique au Wi-Fi. Si ton voisin arrive avec 28 caméras de sécurité, Wi-Fi, Bluetooth, yo shit, puis qu'il y a 62 équipements au-dessus de chez vous, ça se peut que ton Wi-Fi réagisse plus de la même façon, puis que l'emplacement qui était super, là, j'en vois encore, Patrice, là, des fonds de garde-robe. Là, oui. Le routeur en dessous des 8 mal à linge dans le fond du garde-robe, ben, tu t'aides pas. Effectivement. Okay. Tu sais, je me suis acheté un condo, puis quand on est allé voir l'unité, puis qu'il fallait finaliser où on voulait les prises, surtout pour le câblage, j'ai dit, où c'est que vous mettez le modem d'habitude? Oh, on le met... Dans un beau boîtier en métal dans le garde-robe. J'ai dit, regardez, là, j'ai dit, c'est ce que je pensais que vous feriez, là, mais là, je dis, vous partez un fil de là, vous allez l'amener là, le modem, il va être là, puis on part un autre fil de là, puis on l'envoie là, puis on s'assure d'être câblé.
C'est ça. Ouais, c'est la mode, les condos, là, des boîtes en métal. Et où votre modem? Ben, dans la boîte, la porte fermée, remplie de linge là-dedans. Écoute, C'est ça. le routeur est dans le fond du garde-robe. Ça va pas super bien à la Là, job il dans fait mes chaud vidéos. en plus, il y a de la Ben oui, poussière, il y a tout. c'est Regarde, ça. là. Écoute. Oui, c'est ça. Non, mais ils veulent Bref. pas le voir. Hein. C'est minimaliste Non, comme non. environnement. Non, c'est de ta faute. C'est ton entreprise qui fait. Regardez, là. Changer de compagnie ne va pas améliorer votre Wi-Fi. Ouais. OK? Oui, il y a des entreprises qui ont misé sur des routeurs qui sont peut-être mieux sur cette compagnie-là que l'autre, ces choses-là, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, achetez-vous un bon routeur de bonne qualité. Vous n'allez jamais le regretter. Patrice, deuxième mythe qui est très tenace. Google m'écoute tout le temps. Ouais. C'est-tu vrai, Patrice? Mais je sais qu'il y a eu des leaks, mais de façon générale, je pense que c'est un mythe. Hein. C'est un mythe qui est à moitié vrai et à moitié faux. Et évidemment, c'est basé sur... Moi et mes chums, en fin de semaine, on parlait de crankshaft et subitement, dans mes recherches Facebook, je me suis mis à voir des annonces de crankshaft. Ouais, c'est ça. Et là, tu as l'impression qu'on t'écoute tout le temps. Alors, on a fait évidemment, il y a des milliers d'enquêtes qui ont été faites auprès de Google, auprès de tout ça. Et Google a révélé qu'il est arrivé à l'occasion que... Puis là, quand je dis Google, c'est la même chose pour Siri et Alexa. Ouais. Il est arrivé à l'occasion que le système s'auto-déclenche en croyant entendre la commande OK Google et Google, alors que c'est pas le cas. Et évidemment, quand on entend la commande, là, je viens de le dire en parlant en plus, je m'excuse si j'ai déclenché vos appareils autour de vous. C'était pas le volontaire, mais ça arrive à l'occasion que ça s'auto-déclenche. Des fois, vous savez, vous écoutez un film, puis là, moi, c'est Siri, là, je suis en train d'écouter la télé, puis là, ça fait C'est comme, je t'ai rien demandé. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, ça t'arrive toi aussi, hein? Non, moi, je l'ai pas. Il n'est pas Non? activé sur mon Ouais. Apple TV. Fait que non, j'ai pas eu ces problèmes-là encore. Fait que ça arrive que ça nous écoute. Donc, puis pendant ce bref instant-là où il s'attend une commande, ben, il y a quelques mots, phrases qui ont été pigés, puis ben, évidemment, ils vont se rendre au serveur de Google, puis ces choses-là. Mais c'est pas volontaire. Google a aussi affirmé qu'il est arrivé à l'occasion que des employés, alors que c'était pas supposé, ont activé à distance la possibilité d'écouter. Donc, ils sont capables, s'ils le veulent, via les enceintes, de vous écouter de manière passive. Ils peuvent le faire, ils ne le font pas, ils ne sont pas supposés le faire. Ils ont affirmé que les employés qui avaient fait ça, c'était pas supposé, puis que c'était la fin du monde, et ainsi de suite. Donc, techniquement, ils ne le font pas. Est-ce que Google écoute non-stop ou de manière régulière vos conversations? La réponse est non. Ça ne ferait pas sens. Ça prendrait trop de bandes passantes. On ne peut pas vous enregistrer non-stop. Ce que vous dites ou ce que vous faites, ça n'aurait pas de sens. Votre appareil serait en permanence en train de transmettre des choses. Par contre, Patrice, ce que j'ai appris, c'est que cette règle-là ne s'applique pas à toutes vos applications. Oh. Et là, c'est là que le bas blesse. Parce que vous savez, on télécharge beaucoup de jeux. On télécharge beaucoup de petites applications. Fais-moi une photo. AI, cute, blabla, gratis, 22 photos. Après ça, il faut que tu payes. Fond d'écran animé gratuit. Widget, blabla, Yoshit, ainsi de suite. Et ces petits programmes-là, applications qui sont un peu plus douteuses, eux, parfois, sans que vous vous en rendiez compte, lors de l'installation, on va vous demander l'accès à votre micro, alors que parfois, c'est absolument inutile qu'ils aient accès à votre micro parce que vous ne faites pas de montage vidéo là-dedans, ainsi de suite. Et c'est par le biais de ces applications-là, souvent, qu'il va passer l'écoute. Ouais. Et eux vont se servir de vos renseignements, des parties d'écoute, pour les revendre à des brokers qui vont se retrouver sur Google. Donc, vous n'avez pas tort de dire que votre crankshaft est apparu dans les recherches. Mais ça ne vient probablement pas de Google, Alexa, Apple, parce que je vous le garantis, si c'était le cas, ils seraient dans une merde totale et complète, Patrice. Ça coûterait cher. Oui. Ils ne veulent pas aller là. Donc, probablement qu'ils le font de manière détournée par d'autres moyens, mais ils ne le font pas. Autre chose que j'ai appris, Patrice, as-tu déjà entendu parler des ultrasonic beacon?
Non. Semble-t-il que depuis 2014, c'est moins pire, mais c'était le cas, ça existe encore. Les applications, la télé, émettent des sons ultrasoniques dans les 18 kHz qui sont inaudibles à l'oreille humaine, qui peuvent être détectés par vos appareils, donc cellulaire, tablette, ainsi de suite, et qui vont donner l'information sur l'émission à la télé que tu es en train d'écouter, l'annonce qui vient de passer à la télé, combien de temps tu étais dans le salon. Oui, comme à la radio, tu peux voir le titre de la chanson, ces choses-là. Exact. Et il y a un paquet d'applications qui sont douteuses, qui se servent encore des ultrasonic beacons qu'on n'entend pas et qui peuvent être informés en temps réel d'où vous êtes dans la maison, à quelle distance vous êtes de votre iPad, parce que lorsque ça envoie un ultrasonic beacon, ça s'active via l'Internet, le micro dans votre autre appareil à distance, donc il est capable de calculer complètement fou. Là. Je ne veux pas vous faire peur. Non. Mais vérifiez vos permissions dans vos applications. Si vous avez une application qui n'a pas besoin du micro, désactivez-la. Si vous n'êtes pas sûr, désactivez-la pareil. Puis après, la journée que vous aurez besoin de faire quelque chose avec le micro, vous allez vous la réactiver. Fait que ça, c'est un demi-teinte, Patrice. OK. C'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux. Ça, Patrice. Hey, ça, c'est un gros classique. Là. Ouais, ça a bougé un peu dans le temps. Doit-on laisser nos appareils sur la charge? Doit-on les décharger complètement? C'est-tu grave si je laisse charger? C'est plate, vous n'allez pas m'aimer à soir, mais c'est encore en demi-teinte, ma réponse. Ça va dépendre de la technologie des piles que tu utilises et de l'âge de ton équipement. Donc, c'est un équipement qui est plus âgé, qui a effectivement un danger à trop recharger ou à trop décharger parce que à l'époque, il y avait des cycles et les piles pouvaient garder en mémoire le nombre de cycles de recharge-décharge et éventuellement, on perdait de la capacité sur la pile rapidement, ce qui fait qu'on est obligé de la changer au bout d'un temps. OK. C'est plus tant le cas depuis quelques années, depuis 2-3 ans. En fait, à peu près depuis le scandale des piles Apple qui modifie artificiellement la durée de vie de ces piles, la plupart des constructeurs de téléphonie mobile ont changé et tu as dû peut-être en être témoin. Des fois, tu vas brancher ton téléphone pour la charge et là, ton cellulaire va te dire charge limitée à 80%. Ouais. Pourquoi on fait ça? Ben parce que la chaleur est ce qui endommage la durée de vie d'une pile et les derniers 1000 de recharge d'une batterie, là, 99-97%, c'est là généralement que la batterie va chauffer, qu'il va y avoir le plus de chauffage qui va se produire. Ouais. Donc, on veut éviter que ça se produise. Et si vous avez un appareil qui est connecté en permanence, ben ça peut, à long terme, réduire sa durée de vie. Donc, oui, c'est pas une bonne chose de le laisser brancher à la base, mais la plupart des nouveaux appareils vont limiter la charge et vont se servir de votre sommeil pour poursuivre la charge tranquillement, pas vite, dans la nuit de 80 à 100 de façon équilibrée. Et quand vous allez être rendu à 100, le système va désactiver la charge au lieu de la maintenir. C'est ça. Je pense que la gestion des batteries là, est de plus en plus intelligente là, avec les 5-7 dernières années. Puis il y a eu des bons géants qui ont été faits pour vraiment optimiser. Les BMS se sont améliorés. Oui. Fait que, autre chose, la notion de faut décharger votre batterie une fois de temps en temps, il n'y a plus ça. Arrêtez de vous stresser. Là. C'est pas une bonne chose non plus de se rendre à 0% puis de la vidéo complète. Il n'y a plus ce phénomène-là. Donc, vous pouvez, si vous avez un appareil récent, la laisser charger. Si vous avez un appareil plus âgé, demi-teinte, vous avez une balayeuse que vous avez achetée à 88 $, 4-5 ans, 6 ans, puis une batterie, faites des cycles de redécharge complète une fois de temps en temps parce que c'est peut-être un peu plus nécessaire. Ça correspond à ce que tu as entendu? Oui. Ouais, ça, c'est quelque chose que je vois souvent, Patrice. Ah oui? Oui, mais ça dépend du milieu, mais moi, je viens aussi d'un milieu survivaliste, là, où les gens accumulent des choses pour les pannes d'électricité, ces choses-là. Et un mythe qui revient, qui est très technologique, c'est le mythe de l'éruption solaire qui va griller tous nos appareils électroniques. As-tu déjà entendu parler de ça? Non. Jamais.
Il y a des gens qui se font des cages de Faraday dans leur maison pour mettre leur tablette, leur ordi, au cas où. Moi, j'ai ça pour mes Alors, clés, mais ça, c'est pour pas me faire voler la voiture. Oui, exact. Mais pour ceux qui ne savent pas, il existe 3 sortes d'EMP ou d'Electromagnetic Pulse. 3 sortes. On a des EMP1, EMP2 et EMP3. Les EMP de niveau 3, puis là, je dis 3, 2, 1, ça se peut que je les mélange dans l'ordre. Là. Ça peut être 1, 2, 3 dans l'autre sens. Là. Mais les EMP3, c'est des EMP de nature nucléaire. Je fais péter une bombe atomique dans le ciel, un peu comme ce qui s'est produit dans les années, je pense que c'est 47, où on a fait exploser une bombe nucléaire au-dessus de l'Hawaï de mémoire, et ça a causé une immense panne électrique au-dessus de l'Hawaï. Donc, les EMP de niveau 3 vont provoquer des longueurs d'onde très, très courtes, et eux sont susceptibles de créer des dommages aux puces électroniques à un ordinateur, à un ordinateur de bord d'une voiture. Donc, la voiture pourrait ne plus redémarrer. OK. Les niveaux 2 sont causés par la foudre, donc ils sont un peu plus longues, les longueurs d'onde. Ils peuvent aussi endommager l'électronique s'ils frappent très, très près d'un autre système électronique. Ils vont dégager de très, très fortes, mais ils sont très réduits en termes de localisation. Donc, si un éclair frappe sur votre maison, il ne va pas détruire tous les cellulaires dans la maison, tous les systèmes électroniques de votre char, ces choses-là. Mais ça se peut que si elle passe dans le tuyau à côté de votre laveuse, le système électronique de la laveuse soit grillé, soit plus bon. Puis on a des MP de niveau 1 qui sont des ondes très, très longues et très, très lentes qui sont causées par des éruptions solaires. Et ces ondes-là n'endommagent absolument pas les équipements électroniques parce que les longueurs d'onde sont trop longues. Et elles ont tendance à suivre évidemment le flux magnétique de la planète. Donc, elles sont alignées généralement nord-sud. Ce qui va faire, comme il s'est passé au Québec, je pense que c'est en 98, Patrice, de mémoire, le grand blackout, 96-98, VA, s'il est encore là, il sait ça. Les flux magnétiques vont s'accumuler dans l'axe nord-sud et va créer des tensions qui vont s'accumuler dans un pylône. Puis comme la majorité du Québec est alignée nord-sud, ben on peut se retrouver avec énormément plus de voltage en ligne à haute tension. Et ce que ça peut faire, et ce que ça a fait à l'époque, ça a fait tomber les postes de transformation en cascade qui se sont déconnectés. Et c'est le plus gros danger d'une tempête solaire. Donc non, l'ordinateur dans votre maison ne va pas arrêter de fonctionner. Le pire qui va se produire, c'est une panne électrique qui va être plus ou moins prolongée en fonction des dommages qui pourraient être causés à des stations de transformation. Mais il n'y a pas de danger. Vous n'avez pas besoin de cacher vos cellulaires dans des sacs anti-électroniques. Ouais. Ça, Patrice. Oui. Est-ce qu'on est anonyme, d'après toi? On est anonyme. C'est de moins en moins vrai. Ouais. Il faut faire attention parce que les gens oublient qu'on laisse des bouchées de pain partout, de diverses manières. Et ces bouchées de pain-là, même si on ne sait pas que c'est toi, on est capable parfois de te relier à ces bouchées de pain-là. Je te donne un exemple, puis je le dis toujours. Moi, tous les matins, à peu près à 10-11 heures, je me lève, je fais mes affaires, je m'en vais au Tim Hortons. Après mon Tim Hortons, je fais ma route, je reviens dans l'autre sens. Ben, imaginez-vous donc que si je partage mes infos à Google, puis que Google sait à tous les jours que je vais au Tim Hortons, ben même si la police, je ne leur ai pas donné cette info-là, s'ils se mettent à faire une recherche et qu'ils détectent quelqu'un qui, à 10 heures, se retrouve là, même s'ils ne savent pas c'est qui cette personne-là, ben le chemin que j'ai fait correspond à un profil. Ils sont capables de recouper des données avec d'autres choses. Ouais. Et c'est la même chose pour tout. Donc, tu as beau utiliser Tor, VPN, ton Bluetooth, il marche dans ton téléphone, Patrice. Oui. Puis tu vas être détecté en quelque part. Là. Exact. Fait que quand tu vas passer aux gens coutus, puis que tu t'en vas chercher ta prescription à 9h27, puis qu'il n'y a personne qui attend, ben, il y a un endroit où ça va être enregistré dans la caisse que tu es passé à 9h27, que tu es venu chercher, toi, tes médicaments. On ne saura pas quel est ton cellulaire, mais on va savoir qu'on a un Bluetooth ABD 2682C4 qui est rentré en même temps que toi, tu es allé chercher tes médicaments. Ou juste une MAC adresse du Wi-Fi aussi.
Exact. Donc, vous n'êtes pas anonyme. OK? Fait qu'arrêtez de penser ça. Oui, on peut s'anonymiser. Tu sais, il y a le du tout anonyme, puis il y a le complètement débile. Mais c'est ultra difficile d'être anonyme et vos habitudes vont vous trahir. Donc, ça peut être par le Bluetooth, ça peut être par la Wi-Fi, ça peut être par une habitude de fréquentation. Vous passez à côté d'une lumière à tous les jours. Puis rappelez-vous, le Bluetooth a quand même une portée de quelques pieds. Donc, vous pouvez être dans votre voiture. Puis là, je vais dire quelque chose de con, là, Patrice. Mais vous pouvez être dans votre voiture sur une lumière au coin d'une rue à Montréal, puis la boutique au coin vous enregistre. Ben oui. Pas vous personnellement, mais votre Bluetooth a été détecté, signalé, puis il est rentré d'une base. Ouais, moi, j'ai des clients où on voit l'achalandage, le nombre de personnes qui passent devant ou qui roulent en auto parce que la MAC adresse est détectée au niveau Wi-Fi. Exact. Donc, on ne sait pas c'est qui, mais on sait qu'il y en a eu 2315 qui sont passés aujourd'hui. Oui, puis on est capable de recouper. On sait qu'il s'est passé quelque chose dans tel parc. Il y a 22 personnes qui étaient présentes parce qu'on a 22 MAC adresses. Ces MAC adresses-là sont parties dans telle direction. Il en reste 2 qui pourraient... Tu sais, la statistique permet de faire des recoupages et même si vous pensez que vous n'êtes pas identifié, c'est pas le cas. Tu sais, les criminels là, qui utilisent leur téléphone avec eux, là, c'est la pire chose. Là, je veux dire. Amène-les pas, Caroline. Non, parce que c'est sûr qu'il te va laisser une trace en quelque part sur une tour. Là, tu sais, le gars s'est fait descendre dans sa grange. Il y avait 2 téléphones sur place, puis c'était les 2 gars qu'on vient d'arrêter. C'est comme, c'est ça. Pas mal, mon gars. Là. Fait que vous n'êtes pas anonyme. Sachez. Pas de virus sur Mac. Je te laisse partir, Patrice. Bien, ça, c'est un long débat. Parce que qu'est-ce qu'un virus? Hein? C'est vrai, on est en demi-teinte parce que la notion de virus n'est plus ce qu'elle était. Non, c'est ça. On est plus dans un programme que dans un virus. Oui, parce que dans les années 2000, la plateforme Windows se faisait infecter sans que tu le saches. Donc, il y avait vraiment... C'était vraiment un virus qui s'installait ou qui permettait... Et souvent, il venait s'incorporer dans un programme ou dans un fichier à l'intérieur de ce fichier-là. C'est ça. Tandis qu'un Mac, oui, techniquement, il y a eu des cas où il y a eu des comment on appelle ça? C'est des risques, des vulnérabilités qui ont été identifiées. Dans la grande majorité des cas, elles ont été corrigées. Ceci étant dit, moi, ce qui m'intéresse plus dans ce débat-là, parce que je l'ai entendu il y a quelques années, puis je ne pensais pas réentendre ça, c'est Security Through Obscurity. Et ce que disaient beaucoup de gens dans les années 2000 aux États-Unis, dans la presse, c'est que la raison pourquoi il y avait plus de virus sur PC et qu'il n'y en avait pas sur Mac, c'était à cause qu'il y avait plus d'ordinateurs en circulation. Or, c'était la tendance inverse. C'était faux parce que, éventuellement, quand le nombre d'appareils iOS a commencé à croître, il n'y a pas eu le même nombre de virus qui ont suivi avec la montée du... C'est vrai, c'est un gros mythe, ça. Le mythe de... C'est parce qu'il y en a plus, donc, mais ça n'a pas suivi dans l'autre sens. Ben, c'est ça. Donc, c'était souvent l'argument de dire « c'est normal que XP avait plus de virus que macOS parce qu'il y a plus d'ordinateurs. » Non, peut-être qu'il y a plus de failles dans XP qu'il y en a dans... Je te confirme. C'est ça. Donc, on parle d'XP dans le temps. Depuis le temps, il y a eu beaucoup de corrections qui ont été appliquées. Ceci étant dit, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait avoir un antivirus sur un Mac? Mais il y en a déjà un qui est fourni avec macOS. Donc, mais la notion de virus, tu fais un bon point. C'est plus tant des virus dans le sens que tu vas avoir... Mais tu peux avoir des lignes de code malicieuses qui sont intégrées dans des applications que tu ne connais pas, que tu ne sais pas, ou un fichier que tu télécharges qui va insérer une ligne malicieuse, qui va changer un comportement d'un logiciel que tu ne connais pas. Mais c'est plus tant un virus comme on le concevait à l'époque. Oui, puis on va aller même plus loin que ça. C'est que si tu respectes les règles de sécurité de base, c'est-à-dire que tu as un compte d'administration que tu n'utilises jamais, tu as un compte d'utilisateur qui n'a pas les droits d'administration, quand vient le temps d'installer quelque chose,
ils vont te demander c'est quoi ton nom d'utilisateur d'administration, puis ton mot de passe. Donc, déjà là, tu as une alerte qui dit OK, il y a quelqu'un qui veut installer quelque chose. Maintenant, si tu rentres les infos, ben là, c'est comme donner ton numéro de carte de crédit. Ouais, c'est ça. Oui, non, c'est ça. Fait que ça, c'est ça. Mais ça existe. Il y a quand même des risques. Oui. Souvent, les antivirus sont généralement plus pour les pièces jointes pour éviter de transmettre à quelqu'un d'autre ou de t'en rendre compte, de te retrouver qu'une pièce jointe qui est infectée. C'est par politesse pour ceux qui sont sur PC, que souvent que tu avais un antivirus sur un Mac. C'est pas pour leur envoyer quelque chose qui est à risque pour eux parce que, tu sais, moi, je reçois je sais que c'est infecté, là, mais je m'en fous, c'est sur Word, c'est sur Excel. J'ai pas Word, j'ai pas Excel. Oui, ça va pas réagir. Non, je vais l'ouvrir dans Numbers pour voir ce que ça fait. Mais ça fait rien, là, tu sais. Non, l'architecture n'est pas là. Fait qu'il ne se charge pas. Mais, soit dit en passant, il y a un paquet d'applications malicieuses. Oui. Et il y en a dans l'App Store, comme dans le Play Store, puis ainsi de suite, là. C'est ça. Puis ces compagnies-là, comme Google, Apple, s'assurent d'avoir une signature qui fait que s'il y a un problème, enlève le certificat et automatiquement l'application se désinstalle, ne peut plus fonctionner. Ouais. Fait que, on a répondu, je pense, à la question. Oui. Plus de mégapixels, mieux c'est, Patrice. Oui, hein, on entend ça souvent. Oui puis non. Donc, les mégapixels ne font pas tout. Alors, un mégapixel veut dire 1 million de pixels. Donc, c'est sûr que sur un capteur, le mégapixel va créer une image généralement plus belle. Maintenant, vous devez savoir qu'il y a une différence entre un capteur de 2 mm par 2 mm avec 2 mégapixels, puis un capteur de 42 mm par 42 mm qui a 2 millions de pixels. On n'a pas les mêmes pixels. C'est ça. Fait que déjà, en partant, il faut comprendre ce bout-là. Donc, le capteur, sa sensibilité, c'est différent. Autre point super important, la quantité de lumière qui pénètre dans ce capteur. Oui. Donc, la grosseur de votre lentille, la distance focale, la quantité de lumière, ces choses-là, va généralement avoir beaucoup plus d'impact qu'un capteur. Et c'est la raison majeure pour laquelle, dans la plupart des téléphones de nos jours, au-delà du 12-20 mégapixels, il y a peu ou très peu de différence parce qu'on fait des améliorations sur les lentilles, sur certaines technologies en arrière, mais à part des flagships comme Samsung, puis Apple, Oppo, whatever, qui nous vantent les 50 mégapixels, les 100 mégapixels, les 200 mégapixels, et c'est souvent pas tout à fait vrai parce que en fait, c'est plus un 25 mégapixels avec un quadripixel. Là, c'est 4 pixels qui sont liés. Fait que là, on dit qu'on en a 100, mais en réalité, c'est 25. Là. Ouais, c'est donc, ça. Non, n'achetez pas que parce qu'il y a beaucoup de mégapixels. Concentrez-vous. D'ailleurs, si vous avez des questions sur la qualité d'une image, allez sur le forum DxOMark, DX0Mark, qui est un forum spécialisé mondial sur les qualités des caméras numériques, mais aussi dans les qualités des caméras de téléphone. Oui. Puis tu as aussi l'aspect logiciel aussi qui peut influencer. Oui, le traitement de l'image qui est rendu de plus en plus capital. Oui. Donc, non, les mégapixels, c'est pas mieux. Ça, Patrice, c'est un vieux mythe qui était vrai, qui est plus vrai, qui est redevenu vrai. Ben oui, hein? Tu te rappelles, il y a eu une époque où on te disait paye pas pour un câble HDMI, ça vaut pas. C'est connecteur en or. Attends, faut que tu payes plus cher, puis le fil est plus gros, puis c'est ci, puis c'est ça. Attends, on va prendre la voix. Faut pas que tu payes pour un câble qui est cher. Ça sert à rien. Bon. Fait que, on avait cette logique-là. Il y a des gens qui se ramassaient, puis à l'époque, c'était Future Shop, qui était la place où te faire fourrer. T'allais là. Puis là, on voulait te vendre des Monster Cables. Ouais, à un prix de fou, là. À un prix de fou, 88$ un câble HDMI, des connecteurs en or. Puis là, ça était, écoute, vous allez voir, madame, monsieur, ça va connecter. Mais à l'époque du HDMI 1.0, on transmettait des 0 puis des 1. Puis un câble HDMI, c'est plate, là. Mais il transmet ou il transmet pas. Ouais. OK? Fait que la qualité du connecteur en or, ça changeait focal. Le seul avantage que ça avait, Patrice, puis ça, peut-être que tu l'as vécu un peu,
C'était pour les gens qui peut-être enseignaient ou se déplaçaient, ces choses-là. Les gens qui faisaient des présentations, qui passent leur vie à plugger, dépluguer, plugger, dépluguer, plugger, dépluguer. Là, un câble de qualité pouvait avoir son importance Ouais. parce que tu le manipules beaucoup, ces choses-là. Mais pour la majorité des gens, plugger en arrière de la TV, tu touches pas à ça. Ben non, c'est ça. Puis ça Il y a ramasse pas la de logique. poussière. Ben ouais. C'est plus le cas, Patrice. Là, il y a des qualités maintenant dans les nouvelles versions. Et là, c'est rendu l'enfer parce que, et là, j'ai essayé de vous rendre ça simple le plus possible. As-tu déjà entendu parler du EDID? Non. HDCP. Oui. OK. Les télés, quand ils se connectent à un objet, ils vont communiquer avec l'objet via le protocole HDCP. Oui, oui. Ce protocole-là, c'est un protocole de protection contre la copie, mais aussi qui stipule un peu comment tu vas communiquer. Alors, mon appareil qui se connecte à ma télé va dire « Bonjour, t'es qui? » Ma TV va répondre « Salut, je suis une Samsung. » Et dans la communication, ce qu'on appelle le Handshake HDCP, la télé va dire « Je supporte du 480i, du 480p, 720p, 720i. » L'autre va s'ajuster, là, c'est ça. Et l'autre va s'ajuster en disant OK, tu supportes tout, donc je vais te pitcher du 4K. OK? Et en plus, il y a ce qu'on appelle la protection contre la copie, dans lequel le système qui parle à ma télé va calculer le temps retour entre ma télé pour détecter s'il y a un appareil qui vient se mettre entre les deux, qui va venir modifier la communication. Et donc, il y a quelque chose qui est en train d'enregistrer le flux. Et donc, je vais insérer des images noires pour fucker l'enregistrement que tu es en train de faire. On est rendu avec du 4K et on est dans une phase de flottement, Patrice, où tu peux très bien avoir une émission à 18h qui est en HD, à 19h qui est en 4K, puis dans les annonces, on a du 720 qui a été adapté en images. Tu comprends? Oui, ça fluctue beaucoup. Et voilà. Ça, c'est un point. Deuxième point, les télés. Il y a des télés qui sont très intelligentes puis il y a des télés qui sont connes. Pourquoi? Parce qu'il y a des constructeurs qui ont fait un peu comme Frankenstein. Tu te rappelles de RCA? RCA était très fort là-dedans. Eux autres, ils achetaient des pièces de toutes les compagnies. Des bouts de fond de back de Samsung, de Panasonic, puis ils se remontaient des TV avec un paquet de morceaux. Fait que tu te retrouvais avec une RCA qui était en fait un Frankenstein de TV. Fait que tu avais un capteur infrarouge de Zenith, une carte vidéo de Panasonic. Et ça créait certaines problématiques au niveau de la communication. Et c'est souvent le problème avec les télé cheap que vous allez acheter. Canadian Tire, ce genre de place-là, là, que vous achetez une marque en particulier, sont faits souvent comme ça. Donc, le protocole de communication n'est pas super à jour. Mais aujourd'hui, on est rendu avec du HDID 2.0, HDMI 2.2, et c'est obligatoire d'avoir ce type de câble-là. Donc, si vous achetez un câble HDMI et vous regardez sur le côté, il devrait être écrit 2.2 ou HDMI 2. Oui, la version, oui. Si vous n'avez pas ça, vous ne ferez pas du 4K. OK? Et la qualité du câble devient importante parce que les petits connecteurs à l'intérieur deviennent nécessaires pour la communication sur le protocole HDCP, HDID. Ouais. Il est en permanence, ce qui n'était pas le cas il y a 4-5 ans. Ouais. Donc, une mauvaise connexion, un peu de verre de gris, un lousse va faire que votre image va se retrouver avec des... par l'image, notre signal, pas de signal. Ouais. Et là, je ne rentrerai pas dans les détails de calcul, mais oui, en 2023, la qualité d'un câble HDMI est importante, mais là, partez pas en peur. Quand je dis qualité, faites la différence entre un câble acheté au Dollarama et un câble à 200. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'aller à 200. Oui, effectivement. Je t'ai-tu déjà raconté mon histoire de RDS? Non, vas-y donc. J'écoutais le hockey sur RDS il y a longtemps. Puis, quand il y avait de la surimpression avec... Les bandes avec les publicités? Ouais, ou avec de l'information, il y avait un problème en haut de l'image. Tu sais? Ouais. Ça arrivait juste quand il y avait de la surimpression. Puis là, j'étais là, tabarouette. Je comprends pas.
Puis je dis, peut-être que j'étais avec Star Choice dans le temps, là, Shaw Direct. Je dis, peut-être que c'est mon feed qui a un problème. Fait qu'à un moment donné, j'étais allé dans une cage au sport, puis je m'aperçois que il y avait le même problème à la cage au sport avec un autre fournisseur. Que je dis, bon, OK, le problème, il n'est pas avec mon fournisseur. Fait que là, j'ai documenté, puis là, j'ai vraiment filmé pendant que ça se passait. OK, j'étais un petit peu... un peu intense. Un peu intense, mais j'ai quand même filmé. Et là, j'ai décidé d'écrire un courriel. Je vais prendre une chance parce que c'était vraiment fatigant. Là. C'est pas vrai que je suis le seul à avoir vu ça. Tout le monde peut le voir, tu sais. Fait que j'écris RDS, puis je dis là, vous avez un problème technique. Vous avez probablement un problème d'équipement ou de câble entre un appareil puis quelque chose d'autre, parce que quand il y a telle situation qui arrive, voici ce qui se passe. Et là, je monte la vidéo de ce qui se passe. Puis je laisse ça aller. Un mois après, on m'a écrit pour me dire que le problème était réglé. Ils avaient trouvé la pièce d'équipement ou le câble qui causait ce problème-là. Et il n'y a plus jamais eu ce problème-là dans les matchs de hockey. Parce que il y a... Puis ça, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on est dans le secret des dieux, mais quand on capte un signal vidéo, 4K, pas 4K, whatever, on va le compresser parce qu'on ne veut pas le transmettre pur parce que ça prend trop de place, ça n'a pas d'allure. Puis il y a différents algorithmes de compression. Puis il y en a, je vais te donner un exemple concret. Tu es dans un film, c'est une scène sombre, mais toutes les parties noires de l'image ne sont pas rafraîchies. Non, parce que... Parce qu'elles reviennent pendant la scène qui dure 2-5 minutes. La petite madame est dehors sur son balcon par jase, puis ça bouge à peu près pas ici. Ouais, fait qu'ils vont le laisser là. Donc, tu comprends? Fait que ce bout-là va être à peu près pas rafraîchi dans l'image parce qu'il revient sans arrêt. Le système l'a détecté. Et donc, l'image va pas se mettre à jour pour ce niveau-là. Puis le film est assez lent, ça va bien. Mais le problème n'est pas le même du tout. On ne peut pas appliquer les mêmes paramètres de compression face à un match sportif parce qu'on a des mouvements de caméra rapides. Mais oui. Et ce phénomène-là va créer des artefacts de compression parce que le système va chercher à compresser des affaires qu'il ne faut pas. Et là, tu vas te retrouver avec des problèmes, comme tu dis. Il va y avoir une image qui va être fixe, comme des surimpressions. Puis là, tu fais comme, OK, mais là, tu es en train de te défaire autour. Qu'est-ce qui se passe? Oh, oui. C'est relié à cette espèce de phénomène-là. Puis souvent, le système qui s'occupe de ça, de faire la compression en temps réel, il y a des settings à faire. Puis ces settings-là, des fois, ça peut être une carte physique à l'intérieur là, qu'on enlève, on la change. Puis là, tout d'un coup, ça se replace. Donc ça, c'est des settings en particulier. Puis même dans vos téléviseurs, vous avez des settings. Oui. Et quand vous écoutez des matchs, essayez de... Souvent, il y a des télés dont dans les menus, c'est intégré le format dynamique, le format cinéma, le format jeu. Mais si vous écoutez une game de hockey, mettez votre téléviseur en format jeu. Il va y avoir moins de post-traitement dans l'image. Oui, effectivement. Et s'il y a moins de post-traitement, parce que souvent, dans le mode cinéma, exemple, votre télé reçoit le feed, puis elle va augmenter artificiellement le contraste, les couleurs, les ci, les ça. Elle va fluidifier les mouvements qu'elle va traiter elle-même dans son processeur, alors que l'image de base n'a pas ça du tout. C'est ça. Et quand tu t'en vas en mode gamer, tu retires à peu près tous ces post-traitements-là qui sont comme utiles pour rendre une image plus fluide dans des situations normales. Ben, dans une game de hockey, ça sera pas cool parce que des fois, vous allez avoir des artefacts qui vont apparaître, surtout quand les mouvements sont très, très, très rapides. Vous allez les voir apparaître. C'est relié à une option de votre télé et ou, dans ton cas, le fournisseur direct. Effectivement. Dernier point, peut-être que j'en ai déjà parlé, mais je n'irai pas à fond dans ça. Mais quand j'ai acheté ma télévision, j'avais découvert un site web qui testait vraiment à fond toutes les télévisions et qui venait à la fin en disant voici les settings que vous devez mettre pour ce type de télévision-là. Donc, peut-être qu'on y reviendra dans une autre émission, là, mais c'était vraiment en parler, cool. certains. Il faudrait qu'on en parle des télés parce que c'est un monde entier. Juste ça, les télés, système de cinéma, maison, système de son, c'est une affaire qu'il va falloir qu'on parle. Oui. Prochaine. On ne peut vous géolocaliser en mode avion. C'est-tu vrai, ça, Patrice? Et moi, je pense qu'on peut. C'était vrai, ça l'est plus de temps. Ouais, hein? Et ça va l'être encore moins.
Sachez que les téléphones Apple peuvent être allumés à distance. Oui. OK? Un téléphone complètement éteint ne l'est pas. La puce Bluetooth continue à émettre en low énergie dans un téléphone même éteint. Ouais, il y a un état à un moment donné où il n'y a plus de batterie, oui, mais... Oui, c'est rendu à 0, 0, 0, elle l'émettra C'est plus, ça. là, on C'est s'entend. ça. Mais le fait de l'éteindre ne vous rend pas indétectable. Ce C'est n'est ça. plus vrai. Il faudrait enlever la pile physiquement de l'appareil. Oui, c'est ça. Ouais. Et Android songe, les constructeurs Samsung ici, songent à faire la même chose. Donc, dans l'architecture des puces, il va y avoir une partie de l'appareil qui va être en veille. Donc, la puce Bluetooth, ces choses-là, ce qui va permettre de géolocaliser votre appareil, même s'il est éteint par quelqu'un qui l'aurait volé. Donc, ça, c'est première affaire à savoir. Deuxième chose à savoir, la géolocalisation, si vous vous mettez en mode avion, vous avez laissé des traces. Vous étiez connecté à 21h05 à la tour MTL 142-2512. Oui. Ça veut dire qu'on a une trace de votre dernière connexion. On a une triangulation parce qu'il y a d'autres antennes autour aussi qui reçoivent votre signal, donc qui enregistrent. Donc, on est capable encore là, en recoupant les données, de savoir approximativement où vous étiez. Puis, si votre téléphone est en mode avion, votre Bluetooth, certaines personnes vont se mettre en mode avion, ils vont faire l'erreur d'ouvrir leur Bluetooth. Oui. Ben, si tu rouvres ton Wi-Fi ou si tu rouvres ton Bluetooth, tu renvoies des infos. Oui. Au OK. pire, ils vont être cachés puis ils vont être transmises dès que tu te connectes. Là. Autre croyance, j'ai un vieux téléphone, je n'ai pas de carte SIM dedans, les taux ne savent pas je suis où. C'est faux. Tu as du Wi-Fi. Même si ton Wi-Fi ne marche plus, Patrice. Ah oui? Ben oui, à la seconde où tu rouvres un téléphone qui a déjà été actif sur un réseau, il garde la possibilité de faire des appels d'urgence seulement. Même s'il n'y a pas de carte SIM dedans? Ouais, Oh. c'est une obligation légale. Oh! Donc, ça, c'est une bonne chose. Vous savez savoir, vous avez des enfants en bas âge, vous ne voulez pas oui. leur acheter un téléphone, vous pouvez très bien leur donner votre vieux téléphone. Il ne sera pas capable d'appeler mon oncle, ma tante, voisin, voisine, mais il va être capable de composer le 911. Oui, c'est Ouais. ça. Et c'est un problème d'ailleurs, quand vous donnez des téléphones à des enfants en bas âge, sachez s'amuse qu'ils peuvent avec. composer le 911 aussi. OK. Fait que, oui, tu es repérable parce que, étant donné que les appels d'urgence fonctionnent, ben, vous êtes connecté une tour. J'ai une Même de mes si vous le filles qui a savez déjà pas. fait ça. On l'avait chicané pas mal fort, puis Ah. elle avait décidé d'appeler le 911 dans sa chambre. Oh. On lui dit ding dong. Ouais, OK, dans sa chambre. Ouais. Non, je l'ai pas battu. On Non, peut aller la non, voir? on a eu une bonne discussion, puis elle n'a pas dû aimer ce qu'on a dit. Fait que oui, vous pouvez être repéré. Vous émettez non-stop, ma gang de vous autres. Et là, je vais aller plus loin, Patrice. Tu sais ce que c'est une puce NFC? Oui. Near Field Communication. C'est une technologie qui est passive. Oui. Elle n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner. Ce qui veut dire... OK, le champ de détection n'est pas... Très Il grand. ne pas à 20 pieds, là. 2-3 pieds. OK? Mais une antenne dans un portique de magasin qui émet sur le NFC est capable de détecter ta puce NFC. Ben oui, c'est sûr. Ta batterie est intégrée à même la chip. Là, tu sais. Et cette puce-là va renvoyer un identifiant. 08277, ainsi de suite. Par écho. Donc, vous êtes... Il n'y a pas de... Non. Vous ne voulez pas être repéré? Amenez pas de technologie avec vous. Ouais, c'est ça. C'est simple. C'est tout, Patrice, pour mes mythes. Ah oui, moi j'en ai quelques-uns. Mythe ou réalité. Moi j'ai le fameux mythe du bouton d'actualisation. Le F5 accélère votre PC. C'est un vrai mythe là, qui J'ai jamais entendu. non, mais je l'ai trouvé tellement Des drôle. gens. Mais c'est vrai que j'ai vu des gens dans ma vie qui frénétiquement. Oui, c'est ça. Ça va aider, ça va aller plus vite. Là. Tu sais, ça va activer le turbo. Non, ça fait rien, ça. mais permets-moi de temporiser. Oh, vas-y. T'as raison, mais t'as tort. Pour certains domaines. T'as dû vivre ça. Des fois, tu vas charger une page web,
et la barre de progression arrête. Oui. Faut que ta recharge comme ça. Faut que ta recharge parce qu'elle a planté quelque part dans le processus. Dans le processus, oui. Ça, Soit c'est qu'il y a vrai. il y a un serveur qui a pas reçu la demande, whatever. Fait que des fois, oui. Des fois, oui. Mais ça accélérera pas. En général, ça fait... L'ensemble du système. Non, c'est ça. Non. Point. OK. Vous devez toujours supprimer en toute sécurité le stockage externe d'une clé USB ou d'un disque qui est relié à votre port. Il semblerait que c'est un mythe. Il semblerait que les mécanismes sous Windows, sous macOS, vont très bien gérer le fait que vous allez le débrancher sans nécessairement l'éjecter comme on devrait faire normalement. C'est sûr que... Puis même si vous êtes en train d'écrire quelque chose, ça ne va pas corrompre la clé comme telle, là. Oui, peut-être que Le fichier peut être corrompu parce que tu le débranches entre les ça deux. va se limiter à ça. Là, Mhm. c'est sûr que c'est pas recommandé de le faire quand vous avez, par exemple, en train de préparer une image d'un système d'exploitation Non. qui va vous servir. Non, Bon, exact. tu sais, on Ça dépend à s'entend, quoi ça sert. C'est comme mon tank Ouais. capsule. Si je le hot plug non-stop, à un moment donné, je peux corrompre un paquet d'affaires, puis là, je ne Ouais. retrouve plus mon stock. Puis... C'est ça. Le kiosque Redbox aux États-Unis, qu'on voit, a été conçu par McDonald's. Ça, c'est un. C'est quoi un mythe. Redbox? C'était un kiosque pour louer des DVD. Comme on louer. avait ici, mais ça ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Là. Tu rentrais dans une boutique. Puis... Oui, c'est ça. Mais aux États-Unis, ils avaient ce concept-là. Puis bon, il y avait le mythe que c'était McDonald's qui avait développé ça. Eh bien, c'est pas un mythe. C'est vraiment McDonald's. Oui, McDonald's avait C'est dans les développé films. un kiosque. Et ils avaient déterminé que les couleurs qui étaient les plus attrayantes pour attirer les gens, parce qu'il y a beaucoup rouge. d'études en Ouais. psychologie. Puis, finalement, ce qu'ils avaient développé, ça n'a pas été retenu pour leurs besoins. Fait qu'ils l'ont refilé à Redbox, qui, eux, ont réutilisé le concept pour développer leur propre concept. Donc, je ne dis pas que McDonald's voulait louer des DVD, mais ce que je dis, c'est... Mais c'est eux autres le concept de la boîte rouge. Exactement, avec sa façon dont il était designé. Là. Donc, c'est pas un mythe, c'est vraiment une réalité de ce côté-là. Le fait de vider la corbeille supprime définitivement les données. Non. Et une chance que non. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir jeté des fichiers à la corbeille et de me rendre compte que, je dois récupérer ça. Je me suis acheté un petit logiciel. J'ai réussi à retracer ce que j'avais besoin. Il est allé lire les secteurs qui avaient été effacés. Il a réussi à le reconstruire en grande majorité. Donc, c'est la même chose sur PC, sur Mac. Ouais. Même si tu formates un disque dur, tes données sont encore là. Et encore là, il y a différents types de formatage. Il y a un nombre de passes qui est requis. Exemple, dans le cas d'Apple, là, je pense qu'il faut que tu aies jusqu'à un 7 pass là, qui va vous permettre d'avoir vraiment un disque vraiment impossible. Puis il y a des de passes où récupérer. tu inscris des données aléatoires pour pouvoir c'est ça. aller fucker les données qui seraient là. Là. Ouais. Mais ouais. Parce que généralement, ceux qui ne le savent pas, là, quand on supprime quelque chose, l'ordinateur ne le supprime pas. Il fait juste mettre un petit drapeau en avant au début du fichier puis à la fin du fichier en disant ce qui est entre les deux. Là, tu peux On n'a écrire plus dessus à besoin, cette heure. c'est ça, on n'a plus besoin, mais techniquement, on peut le reconstruire si ça n'a pas été écrit par-dessus. Là. Plus de RAM signifie une vitesse d'ordinateur plus élevée. C'est vrai que ça vient souvent, ça. Il y en a beaucoup qui disent ça, mais c'est pas vrai dans la mesure où le processeur, c'est une chose, la gestion de la mémoire, c'est une autre chose. Oui, on peut s'apercevoir qu'avec plus de mémoire, on a une meilleure gestion de nos documents ou de nos traitements, mais c'est pas une question de vitesse de l'ordinateur. Là. C'est comment... Puis encore là, ça dépend comment l'application a été développée. Es-tu plus orienté processeur ou mémoire vive? Donc, c'est pas juste de la mémoire. C'est rarement très utile pour le kidam. Effectivement. À moins que tu fasses du multitask, que tu as plusieurs... c'est comme moi, dans mon travail, j'ai 4 navigateurs d'ouvert avec 22 onglets dans chaque navigateur, avec des outils qui vont faire qui vont tourner longtemps pour aller chercher des données, pour construire une base de données. C'est énergivore au niveau de la mémoire. Donc, moi, dans mon cas,
oui, mon ordinateur va devenir plus rapide si je mets de la RAM. C'est ça. Monsieur, madame, C'est tout le pas monde. généralisé. Là. Non. La fermeture des applications en arrière-plan permet d'économiser la batterie sur des téléphones mobiles ou sur même des ordinateurs portatifs. C'est faux. Maintenant, les systèmes d'exploitation sont tellement évolués. La gestion de l'énergie est vraiment de beaucoup améliorée. C'est même contre-productif, ça fait l'effet contraire souvent. Oui, hein, c'est ça. Donc, Oui, parce que une application qui est en arrière-plan va tomber en veille, donc les processus vont être fermés. Puis si tu kills l'application, tous les fichiers mémoire temporaire, ces choses-là vont être tassés. Et quand tu vas le réouvrir, le temps d'ouverture va être plus long un peu. Et ça a un impact sur la pile à ce moment-là. Donc, c'est une croyance qui est fausse. Qui était vraie à l'époque, là, les premiers Android, les premiers Apple. Oui. Quand on avait trop d'ouvert, ça devenait compliqué, mais c'est plus le cas. C'est plus vrai, là. Avec la gestion multitasking, là, c'est plus le cas, là. Le bug informatique a été nommé d'après un bug littéral trouvé dans un ordinateur. Est-ce que c'est un mythe ou une Je pense que réalité? c'est vrai. C'est vrai. Les lampes et les insectes, je pense que c'est quelque chose. Oui, c'est ça. Il y a le mot bug est apparu quand un technicien s'est apparu qu'un ordinateur, il y a longtemps, ne fonctionnait plus à cause d'un bug, BUG, donc d'une bébite, qui était vraiment dans un endroit qui faisait que ça ne permettait pas à l'ordinateur de fonctionner, c'est ça. Ouais. Et en enlevant la bestiole, il a réussi à résoudre le problème, mais le mot est resté dans la culture et dans We have a bug. C'est ça. Donc, c'est vraiment... C'est encore le cas. Hein? Il y a des gens, des fois, moi j'écoute un monsieur qui répare des PlayStation électroniquement sur Internet, puis des fois il se ramasse avec des PlayStation. Il y a de la bébite là-dedans, du cockroach, puis toutes sortes d'affaires. Puis tu fais comme, écoute, la PlayStation a arrêté de marcher parce qu'elle était remplie de bugs. Oui, effectivement. C'est ça. L'utilisation du téléphone dans une station-service peut provoquer un incendie. J'ai vu Mythbusters. Et c'est drôle parce que maintenant, tu peux utiliser ton téléphone pour payer dans les stations-service. Donc, clairement, il n'y a pas de risque comme tel. À moins que ton téléphone ait une batterie qui prenne en feu, puis que là, ça peut générer un problème avec quelqu'un qui met de l'essence, là. Mais... Ça l'était un peu plus à l'époque, puis il partait du principe que les systèmes qui émettent des ondes peuvent induire un courant électrique et donc causer des étincelles. Sauf qu'il semblerait qu'aux États-Unis, il n'y a jamais eu de cas réel qui a été répertorié. Non. Donc, c'est un cas théorique bien plus qu'un cas réel. Ah non, c'est parti du fait que est-ce que des ondes peuvent créer des étincelles? Oui, donc. Donc, c'est ça. Oui, mais ton cellulaire, il n'est pas dans les zones qui pourraient... Ah ouais, c'est vrai. Ouais, non, ils n'ont pas checké. Ouais, c'est ça. Les spams, les courriels, ont été nommés d'après la viande en conserve. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Non, je pense que c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ça vient du mot spam, le fameux jambon, je sais pas quoi, en conserve. Là, en fausse viande. En fausse viande. C'est ça. Donc, le mot vient de là, d'où il a été utilisé dans le cas des courriels, en voulant dire que c'est quelque chose qui est non sollicité. Donc, c'est pour ça que le mot est resté. Ben, tu manges, tu vas... Tu sollicites pas d'aller t'acheter une canne de spam, Patrice. Non, c'est ça. Tu comprends? Je veux dire, trouve ton armoire, Patrice. Quand t'es rendu à la canne de spam, tu comprends? Oui, c'est ça. Ça va mal. Ta blonde t'a crissé là, ça va pas bien. Ça va pas bien. L'épicerie, elle marche pas. Ouais. Quand t'es rendu que tu l'envisages, là... C'est ça. Une connexion de 10 mégabits signifie que vous naviguez à la vitesse de 10 mégabits. C'est-tu un mythe ou c'est une réalité? C'est un mythe. Mais c'est un mythe. Parce oui. que... C'est pas parce que ta vitesse est ça dépend de ton routeur, ça dépend d'un paquet de fonctions sur ton réseau, de ton ordinateur, de ta carte réseau. Donc, c'est ta pression d'eau dans la maison. Ouais, c'est ça. Si tu as une entrée d'eau à 10 livres, ben, ça se peut que quand tu partes la laveuse, il en reste pas assez pour la douche.
C'est ça. Donc, c'est pas comment on dit ça? C'est pas une lien absolue. direct entre la vitesse à l'entrée, c'est la vitesse à la sortie de l'autre côté. Certains processeurs AMD peuvent être débloqués par l'overlocking à l'aide d'un crayon à mine. Est-ce que c'est un mythe C'est vrai. ou une réalité? C'est vrai. Il y a eu un certain temps où AMD avait rendu public un processeur et certains bidouilleurs avaient trouvé la façon d'aller avec un crayon à mine, comme vous Connecter voyez des un peu à jumpers. côté d'L1, là, de modifier la vitesse en mettant c'est de la mine, là, c'est Du carbone. C'est du carbone Du graphite. sur les connecteurs qui faisait qu'on était capable après ça d'augmenter le overclocking, donc de changer finalement la vitesse de l'horloge sans problème parce qu'il n'y avait plus de contact sur ces En fait, c'est éléments-là. qu'on faisait jumper des contacts, donc on retirait la sécurité du processeur. En plein ça. C'est en plein. C'était prévu dans l'architecture pour faire des tests, là. Ouais, Mais, mais pas pour le c'était pas commun des voulu mortels. que le monde le sache. Ouais, c'est ça. Et c'était ma dernière nouvelle. C'était mes Écoute, petits t'en as mythes. trouvé que j'avais jamais pensé, mais que en me disant, je vais comme, ben oui, c'est vrai. Ben, c'est cool, là, ouais, c'était cool. Là. J'ai bien aimé ça. Nice. On s'est donné le défi d'en trouver, puis on s'est Mhm. assuré de ne pas avoir les mêmes. Donc, c'était déjà ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Ça nous donne aussi un retour en arrière sur certains Ouais. mythes, vieux mythes qui reviennent ou des Puis on nouveaux. on se rend compte aussi que dans le temps, ce qui était vrai ne l'est peut-être plus. Effectivement. Fait que ça évolue avec le temps, donc il faut être à jour sur ces éléments-là. Puis il ne faut pas se fier. Dans mon temps, c'était de même que ça fonctionnait. Ouais, mais là, aujourd'hui, Il faut revisiter les mythes. Ouais. Donc,